Comment l'histoire familiale peut-elle devenir une source d'inspiration pour l'écriture littéraire? Comment retrouve-t-on le lien avec le pays d'ancêtres interdits, imaginés et enfin visités? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Marie-France Claire, écrivaine. Ses origines ukrainiennes lui inspirent son premier roman, Sandzia pour mon inconnu, qui raconte l'exil en France d'Ukrainiens ayant fui la révolution russe. Dans son deuxième livre, Impossible voyage, l'auteur fait renaître une mémoire amputée par l'exil et 75 ans de communisme. Bonjour Marie-France. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes écrivaine, vous êtes auteur notamment de 2 livres absolument passionnants, 2 livres que vous consacrez à l'histoire de votre famille. Donc il y a un roman tout d'abord, Sandzia pour mon inconnu, un roman paru en 2016, version française, et ensuite un autre livre plutôt documentaire qui s'intitule Impossible voyage. C'est un livre documentaire qui raconte tout aussi bien cette histoire familiale et aussi l'écriture un peu de ce roman-là. Donc ma première question à vous, vous avez une ascendance ukrainienne. Qui êtes-vous, Marie-France, et quel est votre rapport à l'Ukraine? Bonjour Tetiana, merci de votre invitation. Je m'appelle donc Marie-France Claire, mon nom est un nom français, mon père est français, mais mon père a épousé une Ukrainienne. Et maman est née en 1921 dans un camp de réfugiés en Pologne, à Kalisz, parce que son père était un officier de Petlura, et quand l'armée ukrainienne a été malheureusement chassée par l'armée rouge, eh bien l'armée de Petlura s'est réfugiée dans ce camp de réfugiés à Kalisz. En 1923, donc ma mère est née à Kalisz en 1921, et ça a été des moments très durs pour ma famille. Elle n'en parlait pas d'ailleurs, ma grand-mère n'en parlait pas. Mon grand-père est parti en France en 1923. En effet, le camp devait se fermer. La Croix-Rouge a dit que en 24 c'était fini, donc il fallait trouver un pays d'accueil. Mon grand-père devait aller. Alors, on lui a proposé le Canada, la Tchécoslovaquie, la France, l'Amérique du Sud. Il a choisi la France car il a dit c'est le pays de la liberté. Il vient en France en 1923. Il trouve un travail très dur dans la mine. Il doit pousser des wagonnets de minerais de fer. Et ma grand-mère peut arriver en 1924 avec la petite fille, ma maman, qui a 3 ans. Il s'installe à Rosières-aux-Salines, tout près de Nancy. Et là, maman, bien grandie, va à l'école. Et au bout de 6 mois, elle parle français. Et quand elle est à l'école primaire, elle est la meilleure élève de toutes ses classes. Elle parle mieux le français que les petites filles de Lorraine qui parlaient avec un accent de patois lorrain. Ma maman parlait un pur français. Elle a toujours voulu s'intégrer. C'est pourquoi moi je suis un pur produit de la République française. Maman disait on va s'intégrer, nos enfants feront de belles études, ils sont intelligents, ils ont tout. Maman nous a transmis non pas un sentiment d'échec que l'on trouve dans certains réfugiés, au contraire un sentiment de victoire. Nous avions en nous un capital ukrainien qui nous permettait de faire des études brillantes, et c'est le cas. Nous sommes 4 enfants, je suis l'aînée, j'ai 2 sœurs et un frère. Nous avons tous passé les plus grands concours que proposait la République, et c'est ainsi que maman a assuré
sa propre intégration à la société française. Elle s'était évidemment intégrée en épousant un Français, un officier, qui lui a, donné une vie, la vie que peut-être elle aurait eue en Ukraine étant une fille d'officier aussi, mais ce n'était pas le cas. Heu, Mes grands-parents donc avaient, une maison, à la campagne près de Nancy où j'allais en vacances et c'est là que j'ai les souvenirs les plus merveilleux. La langue ukrainienne, elle a bercé ma petite enfance. Je connaissais toutes leurs intonations, je comprenais ce qu'ils se disaient. Parfois, ils me disaient: «On ne parle plus en ukrainien, on va parler en russe» parce qu'elle comprend tout et en même temps, cette langue me transmettait une sorte de souffrance qui n'a jamais été exprimée mais que je sentais bien chez mes grands-parents lorsqu'ils parlaient de leur passé. À moi, ils n'en parlaient jamais. Maman n'en parlait pas non plus. Nous étions intégrés. Il ne fallait pas parler de l'Ukraine qui souffrait. Mes grands-parents avaient des nouvelles, recevaient des lettres. Avant le rideau de fer, ils recevaient des lettres de la maman de ma grand-mère. La maman de ma grand-mère a écrit des lettres qui ont disparu, mais j'ai gardé la dernière lettre. Elle est épouvantable. On lui a pris sa maison à Lipovets, les soviétiques lui ont volé sa maison et elle a obtenu de pouvoir vivre dans un petit placard où elle est morte d'ailleurs. Euh, Elle disait dans sa lettre: tout est bien merveilleux. Il fallait pas dire la vérité parce que les lettres étaient censurées. Et après ce rideau de fer, on n'a eu aucune nouvelle. Alors les nouvelles, elles venaient par les émigrés qui racontaient ce qui était vécu là-bas. Et mes grands-parents savaient tout, hein. Ils savaient la famine déjà en 29, la découlakisation. Ils ont connu Holodomor. Dans la famille, des personnes sont mortes du côté de ma grand-mère, du côté de mon grand-père. Euh, donc des gens morts de faim. Euh, Ils ont également eu l'information sur la disparition des frères de mon grand-père. Mon grand-père était d'une famille de paysans qui habitaient à... euh, ah, le mot me reviendra. Il avait... Sinarna, oui, Sinarna. Il avait... Sinarna, c'est tout près de Venezia, dans l'oblast de Venezia. Et ils étaient 11 frères et sœurs, 6 garçons, 5 filles. Et sur les 6 garçons, on a 3, on connaît le destin de 3, mais les 3 autres, on ne connaît pas leur destin. Destin inconnu étaient marqués sur les actes d'accusation, il y a eu des actes de réhabilitation que j'ai eu ensuite par les archives, et il y avait marqué destin inconnu, disparu, hein. Et mon grand-père savait ça, il l'avait appris. euh, la mort donc, les disparitions, pourquoi j'ai essayé de comprendre pourquoi on arrêtait quelqu'un. Il avait reçu des lettres de l'étranger, c'était donc un traître, c'était un bourgeois, etc. Donc la mentalité soviétique, euh, voilà, je raconte l'histoire de ma famille là, euh, mais je n'ai pu écrire cette histoire, et la connaître d'ailleurs, que très longtemps après. Car tout, Oui, parce que votre enfance, désolée de vous interrompre, votre enfance, c'est une enfance ponctuée par ces voyages vers vos grands-parents. Mettons les prénoms, donc c'est Zinovi, donc votre grand-père, et Maroucha, n'est-ce pas, votre grand-mère, votre mamie. Ils sont tous les deux donc dans cette maison que vous qualifiez du paradisiaque, un paradis, près de Nancy. Et vous êtes une petite Française, vous êtes née en France avec votre maman, Lydia, qui, elle, il écrit son journal qu'il ne vous montre pas parce qu'il écrit à la fin de sa vie. Vous êtes déjà adulte, vous faites votre vie d'intégration, des réussites. Et donc, c'est très tardivement. Vous étiez déjà à la fin de votre carrière professionnelle au moment où vous êtes intéressé d'une manière très, tout à très, fait. très forte à Tout ça. à fait. Écoutez, moi je suis d'une famille un peu bizarre. Mon papa est un orphelin de la guerre de 14-18 et ma maman est une rescapée de la révolution bolchevique. Donc voilà, deux êtres dont le passé est lourd, qui auraient pu les anéantir, mais qui au contraire ont puisé dans cette adversité la force de créer une famille heureuse. Ça, c'est magnifique. Je rends hommage à mes parents pour cela. Euh, Mon père, donc, j'ai dit orphelin de guerre, euh, il
il a compris très vite que son père n'était pas mort, en fait. Et on lui avait fait croire ça, mais en fait, au moment où mon père décède, en 2003, il nous confie, à nous, ses enfants, la réalité de son passé. Il nous dit, mon père, ce n'est pas Monsieur Clair, dont je porte le nom et que je vous ai transmis. Mon père est un autre homme qui était médecin pendant la guerre de 14, etc. Bon, alors ça, c'est le premier livre que j'ai écrit en français et qui s'appelle Silence en forêt. Euh, Ce père, eh bien, mon papa mourant me révèle son identité. Il habitait dans le village de tel endroit, il s'appelait comme ça, et son métier, il était médecin. Eh bien, mon père est mort et là, j'ai dit, je veux connaître la vérité. Et je suis allée dans ce village avec ma sœur. Et nous étions encore en activité professionnelle. J'étais professeur de lettres, ma sœur professeure d'éducation physique. Nous avons travaillé jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc c'est à l'âge de 50 ans que cette révélation se fait. Et pendant les années qui suivent, nous allons dans ce village, à Sabre, dans les Landes, pour interroger les personnes âgées, les derniers témoins, et on nous raconte l'histoire du grand-père. Et j'ai découvert qui était mon vrai grand-père. Et j'ai écrit ce livre qui est paru en 2008. Voilà. Euh, une fois ce secret de famille découvert, eh ben, il m'en restait un autre, qui est, qui est l'histoire de mes grands-parents dont je ne savais rien. Donc, j'ai écrit en 2009 ou 2010, euh, au moment de la parution de mon livre sur les Landes, de Silence en forêt, je me suis rendu compte que là, je devais aller encore plus loin. Et j'ai commencé à rendre visite à Vera Zakosilo, qui était l'amie d'enfance de ma mère. Et comme ma mère était morte, eh bien, Vera était la seule personne qui était encore dépositrice de la mémoire familiale de mes grands-parents. En effet, Vera Zakosilo était née, elle aussi, à Kalisz en 2021. Maman et Vera étaient jumelles et elles étaient amies d'enfance. Elles ne se cachaient rien. Donc Vera m'a dit beaucoup de choses sur ma famille que que j'ignorais totalement, mais qui me permettaient de comprendre certaines interrogations, certains mystères, certaines paroles, certaines émotions, euh, qui m'avaient toujours interrogée. J'étais toujours restée toute ma vie, hein, jusqu'à 60 ans, oui, avec des interrogations sur mon passé. Et une espèce de souffrance, une fierté d'être ukrainienne et une honte d'en parler. Et ça, c'est un sentiment très, très pénible. Quelque chose, on a en soi une valeur et on ne peut pas la montrer. C'est horrible. Et Et on peut imaginer il y avait un moment important, c'est le décès de votre maman. Elle écrivait ce journal intime qu'elle vous a transmis. On peut imaginer, comme vous l'écrivez dans votre livre L'impossible voyage, peu avant sa mort. C'est un texte que vous n'avez pas lu tout de suite. C'est un texte que vous avez ouvert, fermé et remis à plus tard. Et qu'est-ce qu'il raconte dans ce journal quelle histoire ukrainienne est là? oui, 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 elle raconte vraiment des choses sur le passé de mes grands-parents. Ce livre, je l'ai lu plusieurs années après le décès de maman, ce journal de maman. J'ai pu le lire paisiblement en, en étant reconnaissante à ma mère, ce sentiment de reconnaissance et d'amour qui était en moi, mais que je cachais. Je n'ai pu vraiment le vivre que longtemps après le décès de maman. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire. Voilà, la suite de Journal de maman, c'est mes livres, tout simplement. Voilà. C'est c'est une histoire familiale qui se prolonge. Alors, à un moment donné, vous commencez à creuser cette histoire familiale qui est malheureusement remplie beaucoup de mystères, en tout cas au départ, et même jusqu'à la fin de votre voyage de reconstruction de votre passé, il y a quand même des choses qui sont pas claires. Vous êtes allé jusqu'à le grand-père Zinovi, jusqu'à Marussia, vous avez situé le début de l'histoire, vous avez imaginé d'ailleurs dans votre roman Cinq vignettes pour un monde inconnu, certaines scènes, comment est-ce que
cette jeune Maroussia enceinte, elle quitte Kiev pour aller jusqu'à Kalisz en Pologne, voilà, pour donner naissance à votre maman, voilà, sa petite fille. Comment est-ce que c'était perçu cette défaite militaire de l'armée ukrainienne et comment ce sentiment de honte, je dirais, de la déshonneur, en fait, il habitait votre grand-père. Oui, mon grand-père a vécu ce déshonneur comme une souffrance permanente toute sa vie. Et quand il allait dans les champs, partait prier, il priait dans la nature, il priait pour l'Ukraine, toujours. Ma grand-mère disait ne le dérange pas, il prie. Euh, c'était très lourd, cette défaite. Et donc, quand maman a appris l'indépendance, mais elle était, ah là là, elle était merveilleusement heureuse. Et en même temps, elle était triste que mes grands-parents, morts trop jeunes, morts en 54 et en 66, non, 64, pardon, 54 pour mon grand-père et 1964, ma grand-mère, ils n'ont pas connu. Mes grands-parents, ils ont connu une Ukraine humiliée, une Ukraine niée, euh, persécutée, voilà, ils ont connu que ça. C'est pour eux que j'écris ces livres, en espérant que eux, où ils sont, eh bien, peuvent voir aujourd'hui la, le courage de l'armée ukrainienne, la, euh, la formidable identité ukrainienne qui s'affirme devant le monde entier, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas autrefois. Il y avait une identité ukrainienne niée, piétinée, euh, honteuse. Je lis en ce moment Oksana Zabushko, l'exploration sur les terrains du sexe ukrainien. Elle écrit en 1996 et elle dit à quel point l'Ukraine est encore humiliée à cette époque-là par les pays occidentaux et par la Russie, évidemment. Hein. Mais cette humiliation, elle devient, elle disparaît. Et ça, c'est merveilleux. C'est ça qui me réconforte. La guerre, elle a noué, elle a soudé la population autour d'une fierté ukrainienne. Ça, c'est beau. Donc voilà, je reviens à ma famille. Ma grand-mère et mon grand-père sont venus en France avec le frère de ma grand-mère qui s'appelait Ivan Dobrovolsky. Et Ivan était un homme remarquable. Il était ingénieur chimiste ukrainien. Au camp de Kalisz, il fabriquait du savon pour les gens qui ne pouvaient même pas se laver là-bas. Et puis après, il est venu en France, il a trouvé du travail très facilement et il est devenu le président de l'association, de la fédération de toutes les associations d'émigrés ukrainiens en France. Président de l'association. Et en tant que président de cette association, il a écrit une lettre à la Société des Nations, la SDN, une lettre dont j'ai le texte, en 1927. Il écrit nous, les Ukrainiens, en gros, je résume sa lettre qui est très très bien tournée, nous sommes en France, mais on ne nous reconnaît pas comme Ukrainiens. On nous dit toujours dans les bureaux des administrations que nous sommes polonais. Évidemment, ils étaient venus avec un passeport polonais, étant passés par la Pologne. Ou bien que nous sommes russes. Évidemment, nous ne sommes ni l'un ni l'autre, nous sommes ukrainiens et nous souhaitons que la Société des Nations fasse une communication solennelle à tous les pays du monde en leur disant que l'Ukraine est une nation qui existe indépendamment des autres. Voilà. Eh bien, 1927, vous voyez, cette revendication, elle était formidable. Oui, oui. Je peux vous envoyer la photo du papier si vous voulez. Et cet honneur, voilà, cette fierté ukrainienne, elle était chez mes grands-parents. En même temps, donc, ils n'en parlaient pas, mais ils étaient fiers. C'est ambigu, hein, très ambigu tout ça. Oui. Et votre mère, Lydia, son rapport à l'Ukraine, évidemment, elle parlait l'ukrainien quand elle était petite, même si elle a appris, comme vous l'avez dit, elle a appris très vite le français. Elle était à l'école, la meilleure de sa classe, etc. Et elle, cette Lydia, votre maman, elle a osé une chose
avant vous et une chose que vous n'avez pas osé au départ, que vous décrivez dans votre livre Impossible voyage, elle a osé le voyage vers l'Ukraine, alors que vous, vous êtes parti en 1989, Alors, donc oui, alors, en Russie. oui, alors, attendez, c'est maman qui est partie, elle a fait ce voyage en Russie avec une touriste, hein, vous voyez, encadré, très surveillé, bien. C'était en 85 ou 87. Et mais moi, mon voyage, je n'ai pu le faire quand j'ai fait un voyage en 96. Alors, ma maman a fait ce voyage dans le cadre de l'association des femmes d'officiers, puisque mon papa était un officier de l'armée, et c'était donc un voyage très encadré. Maman a visité les sites importants de Russie, enfin, oui, de Russie, et après il y avait un voyage en Ukraine. Et là, alors elle a une anecdote extraordinaire. Il y avait une soirée merveilleuse à l'opéra de Kiev, et ma maman avait très émue parce que ma grand-mère allait à l'opéra quand elle était jeune. Ma grand-mère était une jeune fille qui a été élevée à l'institution des jeunes filles nobles à Kiev. Ma grand-mère était noble et ça je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et donc maman à l'opéra avec le groupe, avec l'accompagnatrice, maman heureuse. Elle découvre l'opéra, elle le connaissait, ma grand-mère lui avait raconté et les fauteuils rouges en velours, tout ça. Et ma maman parle avec les gens qui étaient dans les fauteuils, elle parle en ukrainien. Et les gens lui répondent. Et l'accompagnatrice dit: Je vous interdis de parler ukrainien, nous savons qui vous êtes. Et maman lui dit: Madame, vous ne pouvez rien contre moi, ça suffit. L'autre était furieuse. Voilà, donc elle a fait ce beau voyage. Elle a fait des prières pour toute la famille. Elle allait dans toutes les églises, donner de l'argent au peuple, prier pour ma famille qui a été exterminée par les communistes, euh, les soviétiques. Voilà. Ça, c'était le voyage de maman, un voyage merveilleux pour elle. Et moi, le lendemain, maman meurt en 1996. Je ne sais pas pourquoi, je décide d'aller faire un voyage en Russie. Pas en Ukraine, je voulais pas aller en Ukraine, mais je voulais aller voir là-bas, du côté de l'Est, une première approche. Et bon, je raconte ça dans Impossible voyage, donc c'est pas la peine que j'en dise plus, mais j'avoue que j'ai tourné autour de l'Ukraine longtemps, parce que mon Ukraine intérieure me faisait trop mal encore. Et je l'ai découverte, cette Ukraine intérieure, quand j'ai reçu les premiers documents des archives de Vinnytsia. J'ai écrit aux archives de Vinnytsia vers 2011, 2012 par là, euh, et on m'a envoyé des documents. Moi, je demandais les actes de naissance, de mariage de mes grands-parents, des choses très ordinaires, très banales. On m'a dit que ces actes n'existaient plus, mais on m'a envoyé des actes beaucoup plus terribles, comme les actes, un acte de réhabilitation de Constantin, et j'apprends, puisqu'il a été réhabilité, qu'il avait été condamné. Mais pourquoi condamné? Ben, il a été condamné par la Troïka, c'est-à-dire trois juges qui lui avaient trouvé des... Il avait commis, je ne sais pas, des crimes, quelque chose, et il a disparu. Destin inconnu était marqué sur le papier. Il était le frère de votre grand-père, Frère de n'est-ce mon pas? grand-père, jeune frère, Constantin le plus jeune. Et ce Mhm. Constantin m'a hanté et je voulais le connaître. Et c'est comme ça que j'ai écrit euh, un des premiers passages de Impossible voyage, c'est la rencontre. Ah non, non, c'est dans Cinq Zigna. C'est la rencontre avec Constantin. J'ai imaginé totalement parce que personne ne m'en a parlé. Mais je l'ai imaginé parce que j'imaginais, je me projetais déjà dans l'Ukraine. Dans Cinq Zigna, il y a un chapitre où je pars en Ukraine. C'est un voyage prémonitoire. C'est drôle comme l'imaginaire permet au fond d'accepter la réalité. Voilà, donc d'abord par imagination, ensuite en réalité, mais vous arrivez en Ukraine en réalité, ben, c'est-à-dire que c'est l'année où nous sommes déjà à l'année 2015,
c'est-à-dire une année, par plusieurs points de vue décisive, puisque c'est déjà après Euromaïdan que vous suivez de très près dans les réseaux sociaux, dans les médias. Vous suivez ce qui se passe à Maïdan après avec cette première invasion russe à Donbass-Crimée et c'est là que vous osez pour la première fois prendre l'avion avec votre mari et accompagné d'un journaliste ukrainien. Et voilà, vous arrivez pour la première fois dans votre vie dans cette Ukraine rêvée, imaginée, reconstruite. Quelles étaient vos impressions? Comment c'était compris quand vous êtes arrivé? Écoutez, ce voyage qui s'est déroulé en août 2015 a duré seulement une semaine. Et je peux dire que pendant une semaine, j'étais dans un état complètement comme si j'étais droguée. À côté de comme on dit en français, à côté de mes pompes, à côté de mes chaussures. Euh, Tellement bouleversée que ma raison ne pouvait reprendre le dessus. J'étais dans l'émotion permanente. Et je me rappellerai toujours l'arrivée à l'aéroport. Je voulais embrasser la terre. Mais c'était pas la terre, c'était le macadam, c'était la nuit. On m'a dit non, non, il faut presser, tu peux pas embrasser comme le pape, n'est-ce pas? La terre d'Ukraine. Et tout mon voyage, j'ai cherché la terre d'Ukraine, cherché la terre. Et quand on a voyagé, j'ai découvert euh, Kiev, euh, extraordinaire. On est arrivé le 24 août, c'était le jour de la fête de l'indépendance. Immédiatement, on est arrivé sur le Kreschatik, on a vu cette foule. Je raconte ça dans Impossible voyage. J'étais merveilleusement heureuse, j'étais comme au paradis. Il y avait des affiches, des petites affiches collées sur les arbres, sur les murs, avec la photo de Petloura, la photo de Shevchenko. Je connaissais tous ces gens-là. Je les voyais vivre, là, dans la foule des Ukrainiens, avec leur magnifique Vishivanka, et les femmes si belles avec leurs vêtements blancs, et les soldats qui revenaient déjà du front du Donbass et qui faisaient le défilé, le visage sombre, impassible, triste. Et toutes les photos que j'ai vues ensuite le long de cette rue, tous les morts depuis Maïdan et depuis la guerre du Donbass, c'était bouleversant. Là, j'ai senti l'Ukraine profonde tout de suite. J'ai senti l'indépendance, le bonheur d'être indépendant, la douleur de la guerre avec ces milliers de morts déjà. Pourquoi là-bas, alors que dans le Donbass, en 1991, on a voté en majorité pour l'indépendance, et en Crimée pareil. Pourquoi on a laissé ces provocateurs venir soulever les quelques indépendantistes qui étaient minoritaires et la guerre a commencé parce que, bon, c'est ce que je raconte en France, parce que les gens ne connaissent pas cette époque, cette période. Donc, un voyage émouvant. euh, je le raconte en détail dans Impossible voyage, l'émotion de voir les monuments, Sainte-Sophie. J'aurais voulu intégrer en moi-même 10 siècles d'histoire dont on m'avait privé. Ce passé ukrainien qui était le mien par ma famille. J'étais en train de le reconstituer à une vitesse astronomique et j'étais épuisée, épuisée. J'ai été Parce que non seulement vous êtes resté à Kiev, vous avez vu voilà, tout ce que voyait votre grand-mère, donc évidemment la ville a changé, mais vous êtes allé jusqu'à la région de Vinica, en fait, où vous avez cherché, et avec un certain succès, on va dire, vous allez raconter les restes, les survivants de votre famille. tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de bouleversant qui me fait beaucoup d'émotions toujours. J'ai rencontré Slavik. Et Slavik et moi, nous sommes petits cousins. La grand-mère de Slavik était la sœur de Zinovi, mon grand-père. Voilà. Mais ce qu'il m'a raconté de la famille, raconté à travers les traductions de mon ami Markian, le journaliste franco-ukrainien. Donc, ce qu'il a raconté de la famille euh, m'a permis de comprendre la souffrance de mes grands-parents.
parce que ce qui a été vécu, c'était vraiment terrifiant. Euh, je raconte aussi dans Impossible voyage la visite au monument aux morts, le monument aux morts des morts de la Grande Guerre patriotique, entre guillemets. Euh, Monument, là, il y a, pour un village de 800 habitants, il y a plus d'une centaine de morts, hein. Et à côté, derrière un arbre, une petite plaque blanche avec les disparus de la terreur. Ah oui, et là, il y en a des membres de ma famille, il y en a. Et ça, les membres de la terreur, on les met derrière, on les cache, hein. Tous ceux qui sont morts, on les cache. Et ceux qui ont donné leur vie pour la grande Union soviétique, ah, cela c'est glorieux, n'est-ce pas? Ça, c'est insupportable. Bon, je suis rentrée très très vite, complètement anéantie, hein, et j'ai commencé à prendre des notes pour écrire Impossible voyage. Ça m'a permis de retrouver un certain équilibre et une profonde connaissance intime de l'Ukraine, mon Ukraine, celle dont je parle maintenant, bien souvent en agaçant complètement mon mari parce qu'il a entendu 50 fois la même histoire. Je raconte autour de moi, les gens ne comprennent pas parce qu'il y en a qui ne s'intéressent pas à l'actualité. Bon, d'autres, heureusement, me connaissent et me comprennent. Et en particulier, eh bien, je fais des présentations de mes livres euh, dans de nombreux endroits, euh, bibliothèques, associations franco-ukrainiennes, églises. J'ai été invitée, par exemple, à la cathédrale Saint-Volodymyr à Paris. Et là, c'était vraiment très intéressant. Je suis donc invitée et je parle de l'Ukraine. Et j'ai en face de moi des gens qui sont intéressés, soit qu'ils sont français, soit des Ukrainiens qui sont réfugiés ici et qui s'intéressent à mon point de vue parce que certains me disent, mais ce que vous me racontez là, je ne le savais pas. On ne l'a jamais appris à l'école soviétique, hein, toute la terreur, la famine, et les famines, il n'y en a pas qu'une, hein. Il n'y a pas seulement l'Holodomor, il y a en 29 déjà, la première famine, en 21, en 29, en 45, après la guerre. Et tout ça, je l'ai appris dans les livres, euh, dans les articles de Wikipédia ou d'autres sources sûres, Chez les historiens aussi, Nicolas les Vert, grands vous historiens, citez voilà, les grands historiens, Nicolas Timothy Vert Snyder, et Timothy voilà. Snyder, etc. Voilà, ces gens qui ont une connaissance exacte de la vérité de l'histoire ukrainienne. Et ce travail que je fais actuellement, qui est de rencontrer le public avec mes livres, que ce soit des livres en français ou bien en ukrainien, puisqu'il y a eu traduction de mes livres en 21 Duch et Litera. La maison d'édition de Konstantin Sigov a accepté d'éditer ce roman. C'est une exception parce que habituellement, cette maison publie plutôt des livres de religion ou de philosophie. Mais je connaissais Laure Arjakovsky, la femme de il s'appelle Arjakovsky, pardon. Antoine Oui, Arjakovsky. oui. Ils ont parlé, ils sont amis avec Konstantin Sigov et ils ont réussi à le convaincre d'éditer mon livre. Voilà. Et puis un peu plus tard, eh bien, mon deuxième livre, Impossible voyage, va être traduit par Genia Kononenko. Alors là, il faut que je parle tout de même de ce qui s'est passé en 2022, le 24 février. Euh, euh, le bouleversement total. Et je pense à ma traductrice. En effet, en janvier 2022, j'écris aux archives, j'écris comment s'appelle, ministère de la Culture à Kiev, je demande une traductrice ou un traducteur pour mon deuxième livre. Et on m'envoie une liste et il y avait Genia. Evgenia Kononenko, c'est la seule qui me répond. Elle me dit, votre livre m'intéresse, je suis écrivain, je viens de terminer un livre et je fais une vacance. Et pour faire ma vacance intellectuelle, je fais des traductions. Et donc, elle accepte. Nous sommes à la fin du mois de janvier, elle commence à traduire. On fait un contrat, très bien. Et puis, février, sa traduction avance. Elle m'explique qu'elle n'a pas beaucoup de temps parce que sa fille est très malade, qu'elle est à l'hôpital à Kiev. Et
la guerre est déclarée. Je lui envoie un message, elle me dit c'est terrible, ma fille est à l'hôpital, tous les gens se précipitent à la gare pour prendre des billets pour quitter l'Ukraine. Moi, je dois rester avec ma fille. Je vais essayer d'avoir des billets de train pour Varsovie. Et je lui dis, Madame, euh, si vous quittez l'Ukraine, venez en France, venez chez moi. Je l'ai invitée tout de suite. Elle me dit, je vais essayer. Elle a eu enfin des billets et elle a pu partir avec sa fille. Le voyage, je ne raconte pas, beaucoup de gens savent que c'était terrible. Elle arrive à Lyon le 1er avril 2022. Et je l'ai accueillie un peu plus tard car je n'étais pas présente à Lyon à ce moment-là. Bref, je raconte tout cela après dans le livre. Non, je ne raconte pas. Non, non, ça, je vais le raconter dans le 3e. Excusez-moi. Dans le livre qui va encore sortir. Oui, qui va alors pas sortir pour le moment, il n'est pas encore écrit. Donc, c'est Génia elle va habiter chez moi pendant 2 ans et demi. Et là, Avec sa fille. avec sa fille, qui malheureusement est décédée en novembre 2022. Et bon, il a fallu les obsèques, tout, tout organiser, etc. Bon, j'en parle plus tard. Et elle est actuellement, Génia, à New York. Elle a obtenu en novembre 2024 une bourse d'études Fulbright et elle rentre là en septembre 2025, bientôt. Elle travaille actuellement aux archives Shevchenko à New York où elle examine, elle étudie les archives relatives à l'émigration ukrainienne aux États-Unis à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et cette source de documents n'a jamais été exploitée ni par des historiens ni par des romanciers. Et c'est pourquoi elle pense pouvoir écrire des romans qui seront informés sur cette documentation-là. Donc elle rentre bientôt, elle revient chez moi, on va se retrouver avec bonheur. Je vais écrire parce que ce que j'ai vécu avec Génia, c'est unique, c'était complètement imprévisible. Et en même temps, elle me fait réfléchir à l'identité ukrainienne. Déjà, Oksana Zabushko parle beaucoup de l'identité autour d'une problématique, hein, exploration sur le terrain, ça veut dire découverte. Et je ressens chez Génia une autre façon de vivre l'identité ukrainienne, très différente. Et ça m'intéresse beaucoup de comparer les deux. Et en même temps, alors, je n'ai pas parlé d'autres voyages, mais j'ai fait donc ce voyage en 2015 en Ukraine, et j'avais un voyage prévu en 2020. J'étais invitée, en effet, par l'université Taras Shevchenko, qui célébrait l'anniversaire du grand poète Nicolas Zerov, dont le nom est un grand écrivain et un poète, et en même temps qui a été victime, qui est mort au Solovki, qui a été assassiné en 1937 par les soviétiques. Et donc, c'était mon amie Tetiana Kachanovska, qui est professeure de traductologie, qui organisait ce congrès, Nicolas Zerov. Je devais y aller pour parler de mes livres. Et malheureusement, il y a eu l'épidémie du virus du Covid. Et impossible d'y aller. Donc j'ai fait une visioconférence. Je fais pas mal de visioconférences avec les universités ukrainiennes qui me demandent des nouvelles de mon livre. Et certaines universités ont même mis au programme de leurs étudiants certains de mes livres. Alors, j'ai fait donc ce voyage n'a pas eu lieu en 2020 et un deuxième voyage était prévu en 2024. C'était c'était une bourse que j'ai obtenue du Goethe Institute, et mon objectif était le suivant. Je voulais aller dans les grandes villes ukrainiennes où mon livre avait déjà été distribué pour rencontrer des lecteurs et leur demander comment ils avaient perçu ma description de l'Ukraine, parce que moi c'est une description de française. Hein. Génia me dit toujours oh, mais tu comprends pas l'Ukraine, c'est pas ça du tout. Et elle fait une critique de ma façon de voir, ce que j'admets beaucoup, hein, j'admets volontiers, avec plaisir. Mais je voulais aller vérifier auprès de mes lecteurs ukrainiens
D'ailleurs, mes lecteurs français d'origine ukrainienne me disent beaucoup de choses là-dessus. Je voulais faire ce voyage, il était prévu, je devais aller dans plusieurs villes, mais j'étais reçue également par Sergi Yarin, qui est le directeur d'une ONG ukrainienne qui s'appelle Toloka Studio. Alors Toloka Studio possède des radios, des télévisions, fait un énorme travail pour développer la démocratie directe en Ukraine. Et Toloka, donc Sergi, eh bien, voulait me recevoir et m'aider dans cette recherche. Et malheureusement, c'est la guerre. Euh, Goethe Institute m'a dit, on ne peut pas vous donner votre bourse car vous allez dans un pays où il y a un risque pour votre vie. On ne peut pas prendre ce risque. J'étais fort déçue. Et Serge était fort déçu aussi. Bon, pour Serge, j'ai fait deux choses également. Euh, je l'ai représenté j'ai représenté Toloka Studio, donc son association, à la fête de l'Europe. En effet, à Paris, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, la municipalité de Paris organise le jour de la fête de l'Europe une très 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 grande manifestation avec présentation d'associations liées à l'Europe. Et Toloka Studio a été accepté comme association représentant l'Europe. Et c'est la seule association ukrainienne, et je l'ai portée, je l'ai représentée en montrant, en présentant le travail de Toloka, et puis en présentant mes livres aussi. Et j'ai fait ça en 2023 et 2024. Voilà. Mhm. Donc, vous gardez tous ces liens-là. Ce qui est aussi très, très émouvant dans votre livre Sanxinia, pour mon inconnu, c'est aussi le fait que le livre est construit autour de vos dialogues avec vos trois petits-enfants. C'est-à-dire, le lecteur peut deviner que c'est sans doute vrai. Vous passez des vacances dans une maison avec une piscine, avec vos petits-enfants, et on voit que vous voulez transmettre cette histoire de Lydia, cette histoire de Marussia, cette histoire de Genovi, votre grand-père, votre grand-mère, à vos petits-enfants, une chose que vous n'avez pas fait avant, mais vous êtes... Et donc là, ce sera peut-être ma dernière question à vous, Marie-France. Est-ce que, voilà, vous avez gardé, voilà, vous étiez pendant des longues années dans une espèce je dirais pas ignorance, mais une connaissance très limitée de vos racines ukrainiennes, et vous voulez sans doute changer les choses pour vos petits-enfants. Est-ce que déjà vos enfants et vos petits-enfants, ils s'intéressent à cette histoire ukrainienne? Est-ce que c'est une histoire assumée pour cette nouvelle génération? Je crois que quelque chose de positif se passe. Alors, le livre, je l'ai d'abord fait lire à mes fils. Mon fils aîné m'a dit, maman, heureusement que tu as écrit ce livre. Je, je, euh, je le trouve merveilleux, tout ce que tu dis me touche. Bon, il l'a lu jusqu'au bout. Mon fils cadet, Julien, m'a dit, maman, je m'arrête à la page 17. Je pleure tellement, je ne peux pas le lire. Bon, et lui, il éprouve ce que moi j'ai éprouvé par rapport au journal de ma mère. Cette présence en lui de l'Ukraine inavouée. Quand je leur ai appris que j'écrivais sur l'Ukraine, ils m'ont dit, ah ben, heureusement, enfin, tu te décides. Ils étaient très contents. Alors, passons aux petits-enfants. Euh, Lucie et Léo, les petits personnages de mon livre, eh bien, je les ai rencontrés, les modèles. Ils sont venus il y a 3 jours, et je leur ai dit, avez-vous lu Saint-Xigna? Et Lucie, autrement, elle s'appelle Marie maintenant, en vérité, me dit, oh, je suis arrêtée à la page 80 et je pleure. Eh bien oui, l'Ukraine, c'est ça. Elle fait pleurer encore. Bon, quant à Thomas, il n'a pas eu le temps de le lire parce qu'il a eu beaucoup de travail. Il a fait ses diplômes d'ingénieur, etc. Mais il m'a dit, ça m'intéresse beaucoup parce que l'actualité, on veut la comprendre mieux. Et alors, les enfants de mon fils aîné, maintenant, je peux vous dire une chose. Ma petite fille Clélia, elle a 14 ans, eh bien, elle a un prénom. Elle s'appelle Clélia, euh, d'autres prénoms, et il y a Maroussia dedans. Et elle a plusieurs prénoms, elle a Maroussia. Et elle a, à l'école, quand elle se présente, elle dit, alors, je suis la fille d'un Français, alors mariée à une Algérienne, la maman est algérienne,
Ma grand-mère, Marie-France, est d'origine ukrainienne et moi, je suis contente d'être fière d'être ukrainienne. Voilà. Et elle, c'est ma petite fille. Vous voyez un peu comme ça, ça passe. Oui, oui. Ça passe la mémoire familiale, et ça passe voilà, l'histoire, et donc ce travail de la reconstruction que vous avez fait pour votre famille, il est tout à fait bien précieux pour l'Ukraine. Oui. Et donc, c'est ce que dit Kourkov, André Kourkov, dans sa préface, la préface à Cinq Xigna. Il dit, euh, en parlant de Nathalie, l'héroïne, Nathalie fait la recherche de ce passé car il lui permet de mieux vivre le présent et c'est ce que beaucoup d'Ukrainiens devraient faire encore. Il donne un peu une leçon aux lecteurs ukrainiens de rechercher le passé parce qu'on ne peut pas vivre sans connaître son passé. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup Marie-France pour cet entretien. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait pour reconstruire cette mémoire familiale et pour la transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants aussi. Et par la même occasion aussi aux Ukrainiens, parce que vos livres, deux de vos livres sont traduits en ukrainien. Donc ça nous permet aussi, à nous ici en Ukraine, de découvrir des pages de l'histoire ukrainienne que nous connaissons mal, notamment en ce qui concerne l'immigration. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'avais à mes côtés Marie-France Claire, écrivaine, auteure de Cinq Xigna pour mon inconnu et Un possible voyage. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.